Système d'électricité gratuit. Avec le financement de JP Morgan, Tesla avait conçu et construit la tour Wardenclyffe, une gigantesque station de transmission sans fil, à New York en 1902. Morgan pensait que cette tour pourrait fournir une communication sans fil à travers le monde. Cependant, Tesla avait d'autres plans. En complément de transmettre des messages, de la téléphonie, et même des images de facsimilés, de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'en Angleterre, et à des navires en mer, Tesla avait l'intention, sur la base de ses théories sur l'utilisation de la Terre, de transmettre de l'électricité gratuite. Si le projet avait été mis en service, n'importe qui aurait pu avoir de l'électricité, simplement en enfonçant une tige métallique dans le sol. Malheureusement, l'électricité gratuite n'est évidemment pas rentable. Et ce système était bien sûr extrêmement dangereux pour l'élite mondiale, car il pouvait profondément changer l'industrie de l'énergie. Imaginez à quel point le monde serait différent si la société n'avait plus besoin de pétrole et de charbon pour fonctionner. L'élite mondiale n'aurait pas pu garder le contrôle sur les populations. Ainsi, lorsque Morgan se rendit compte des intentions de Tesla, il refusa de financer ces changements. Le projet fut abandonné en 1906 et officiellement ne serait jamais devenu opérationnel. Bonjour à tous. Nikola Tesla était un génie qui avait œuvré toute sa vie pour mettre au point un dispositif qui aurait permis à toute l'humanité de recevoir de l'électricité gratuitement. L'engouement de Tesla à vouloir fabriquer une machinerie complexe qui aurait permis de transmettre gratuitement de l'électricité à toute la planète s'expliquait par le fait que l'âme qui habitait son corps aurait jadis vécu dans le corps d'un technicien qui s'occupait de la maintenance des centrales de l'Atlantide. L'âme de ce technicien de l'Atlantide était finalement revenue s'incarner dans le corps de Nikola Tesla afin d'accomplir une mission qui était nécessaire au développement d'une certaine technologie. Nous savons qu'il y a de cela plusieurs milliers d'années, une civilisation assez avancée technologiquement parlant aurait disparu sous les eaux de l'océan Atlantique. Et avec elle, l'âge d'or d'une humanité qui avait disparu au milieu d'un déluge d'eau. De l'Atlantide, aujourd'hui, il n'en reste qu'une légende qui aurait tout de même laissé son empreinte dans la construction des pyramides sud-américaines et égyptiennes, puisque beaucoup de réfugiés de l'Atlantide seraient venus s'installer en Amérique du Sud et d'autres en Égypte. Et ces réfugiés atlantes auraient apporté avec eux une partie de leurs connaissances et de leur machinerie. À la fin de la vidéo, je vais vous faire voir un petit cartouche hiéroglyphique découvert à Abydos où vous voyez d'étranges appareils. Ça, c'est l'héritage des Atlantes, parce que tout comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, toutes ces machineries et ces appareils ont été cachés sous le plateau de Gizeh. Parce que ces appareils utilisaient un cristal et il ne fallait plus que les gens utilisent ce cristal puisqu'il avait déjà détruit leur continent. Les centrales d'énergie de l'Atlantide gravitaient autour d'un mystérieux cristal qui alimentait en énergie toutes les machines de l'Atlantide. L'âme qui était venue se réincarner dans le corps de Nikola Tesla exerçait en fait une fonction de technicien dans ce genre de centrale de l'Atlantide. À l'époque de Tesla, le mystérieux cristal de l'Atlantide avait disparu. C'est-à-dire qu'il n'existe plus puisque ce continent a disparu il y a de cela 10 000 ans. Mais dans la mémoire subconsciente de l'âme de Tesla, l'image de ce cristal est toujours présente. Donc, avec les connaissances scientifiques de son époque, Tesla essaiera tant bien que mal de reproduire la technologie qui existait jadis sur l'Atlantide, mais dans le cas présent, sans le cristal. À travers son idée de vouloir transmettre de l'électricité sans fil et gratuitement pour tout le monde, Tesla essaya finalement de reconstituer la technologie du cristal Atlante qui alimentait en énergie toutes les machines de l'Atlantide. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas Tesla, qui était ce fameux Tesla? En 1884, Tesla débarque en Amérique. Il y rencontrera Thomas Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence, avec qui il travaillera pendant un certain temps. Mais des dissensions apparaîtront entre les deux hommes. Tesla voyant en Thomas Edison un homme d'affaires dénué de tout scrupule et qui était soucieux de vendre l'électricité le plus cher possible. Or lui-même tentait de mettre au point un système permettant d'offrir de l'énergie gratuite pour tout le monde. Ils se brouilleront définitivement à l'occasion d'un différend touchant au partage des royalties. Désormais, Tesla travaillera seul. Il emménagera dans un laboratoire à Colorado Springs. Son ambition était de prouver que la télégraphie sans fil était possible vers n'importe quel point du globe.
Et selon sa théorie, le monde serait un conducteur naturel un peu à la façon d'un diapason. Il pourrait donc être utilisé pour transmettre des ondes électriques émises depuis un émetteur central. Ce que vous voyez un peu, c'est un peu la tour Warren-Clive là. Ondes qui pourraient être captées par des récepteurs placés n'importe où sur la planète. C'est dans le but de démontrer sa théorie que Tesla installera au-dessus du toit de son laboratoire un émetteur-récepteur. L'idée consistait à envoyer une onde électrique autour de la planète et de la capter à son retour. Et comme une onde unique perdrait trop d'intensité du fait de la distance, Tesla avait prévu d'émettre une succession de pulsations électriques afin de créer un cycle continu d'une intensité qui devenait de plus en plus croissante. Et pour prouver que l'énergie électrique pouvait être transmise sans fil à travers la Terre, Tesla envoya dans le sol des décharges électriques de 2,5 millions de volts, qui atteignaient 50 km de profondeur. C'est incroyable. Et en 1899, Tesla se décidera finalement à tenter cette expérience. Les habitants du voisinage s'étaient familiarisés avec tous ces travaux. Et ben, Tesla avait réussi à illuminer 200 ampoules sur une distance de 40 km sans utiliser de fil. C'est incroyable. Certains avaient même trouvé excentrique le mât de 60 mètres qui surplombait son laboratoire près de Pikes Peak au Colorado, lui-même coiffé d'un globe de cuivre. Mais l'effrayante scène à laquelle tous ces gens assisteront ce jour-là ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Du globe de cuivre jaillira d'abord un bref éclair, puis la petite langue de foudre grandira peu à peu pour devenir un immense arc électrique qui crépitera dans le ciel, à près de 50 mètres du sol. Des coups de tonnerre éclateront tout autour du laboratoire, la pelouse s'était mise à briller et était devenue phosphorescente. Des bornes à incendie environnantes jailliront des jets d'étincelles. Et le simple fait de marcher provoquait des décharges électriques qui allaient du pied jusqu'au trottoir. Puisque chaque chose semblait électrisée. Et dans ce jardin traversé d'éclairs, une silhouette irréelle, le docteur Tesla surveillait son expérience juchée sur des semelles en caoutchouc, c'était un isolant. La génératrice municipale d'électricité finira par rendre l'âme, elle n'avait pas supporté l'afflux dévastateur d'énergie. Ses circuits avaient complètement fondu. Et en 1900, un an après l'expérience de Colorado Springs, Tesla partira pour New York et commencera la construction de son premier émetteur sans fil installé au sommet d'une tour. Pour financer le projet, comme ça a été dit dans l'extrait, il parviendra à convaincre le millionnaire John Jacobs Astor et l'aviser le banquier, surtout JP Morgan. Et l'édification de la tour, baptisée Warden-Clive, était donc une entreprise à Long Island. Comme par hasard, comme vous le savez, la base de Montauk se trouve dans ce secteur aussi. Oui. Le chantier va durer 3 années et Tesla annoncera alors une autre avancée technique à condition de coupler ses émetteurs à une source d'énergie assez puissante. Il espérait pouvoir transformer la croûte terrestre en une prise électrique géante. Selon Tesla, pour obtenir toute l'électricité dont l'humanité aurait besoin, il suffirait d'enfoncer une tige dans le sol et de la relier à un transformateur. Quant à l'énergie initiale, elle serait produite en utilisant des centrales hydroélectriques. Donc là, il œuvrait vraiment pour l'électricité gratuite pour tous. Mais en 1903, Morgan décidera finalement de lui retirer son soutien. Cette année-là, New York connaissait un krach boursier, mais le lâchage de son banquier ne semble pas uniquement, du moins, n'a pas semblé être dicté par cette crise. En fait, JP Morgan craignait que l'inventeur, qui n'en faisait qu'à sa tête, ne devienne incontrôlable. Un rayon de la mort, tel que le projet HARP, c'était admissible pour ce banquier. Mais alimenter le monde entier en électricité gratuite, ça ne l'était plus, puisque le banquier ne gagnerait pas grand-chose dans tout cela. C'est pour cette raison qu'il a arrêté de financer ses recherches. Mais bon, l'arrêt, le banquier n'a pas voulu continuer ses recherches, mais en réalité, c'est beaucoup plus occulte. C'est que cette technologie allait affecter la ionosphère. Et comme vous le saviez, la fréquence de cette ionosphère correspond à la fréquence de notre cerveau. Et donc, s'il aurait commencé à travailler sur cette ionosphère, il aurait commencé à perturber toute la planète. Donc, vous comprenez maintenant que l'arrêt de ces expériences n'était pas le fruit de JP Morgan, mais de puissances au-dessus. Des puissances qui dépassent l'entendement humain.
Tesla aurait par la suite été engagé dès 1934 pour mener un autre projet, hein, Rambo. Il y aurait participé jusqu'en 1942, hein, où il l'aurait quitté parce que il finira même par saboter le projet tout en démissionnant. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que veut dire Rainbow, le projet Rainbow, c'était la fameuse expérience de Philadelphie. Je ne vais pas en parler là parce que j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Mais comment lui était venue cette idée de transmettre de l'électricité sans fil et gratuitement? Nikola Tesla avait découvert assez rapidement que si on envoyait du courant alternatif dans une bobine, un champ magnétique oscillant en sortait et qu'inversement, si on envoyait un champ magnétique oscillant dans la même bobine, celle-ci produisait du courant alternatif. C'est ce qu'on appelle le principe de l'induction. Comme vous le savez, ce phénomène, on l'utilise actuellement pour chauffer nos poêles dans les fameuses gazinières à induction, au four à induction. Ou, quand je dis gazinière, je dirais plus les plaques à induction. Oui. Mais ce genre d'induction devrait être beaucoup plus puissante si on la couplait au principe de résonance. Le principe de résonance est présent dans la plupart des appareils sous forme d'oscillateurs électriques, hein, généralement. Mais le meilleur exemple est sans aucun doute le fameux récepteur radio AM. Le récepteur radio comporte un résonateur, hein, qui résonne sur une certaine fréquence et donc capte le signal émis sur cette fréquence. Le signal est ensuite envoyé dans un démodulateur qui se charge d'extraire le signal de l'onde de sortie, hein, du résonateur. Puis il envoie le signal totalement restitué dans l'amplificateur qui le transforme en son. C'est comme ça que fonctionne la radio. Mais la résonance permet aussi de faire des choses plus incroyables encore. La résonance permet aussi de transporter de l'énergie. Encore un exemple frappant, le poste à galène que nous avions connu il y a de cela, je dirais que nous avions connu dans les années 50 surtout, puis les anciens téléviseurs. Le poste à galène qui fonctionnait sans source de courant externe, hein. Le récepteur était tout simplement alimenté par le signal radio lui-même. En cela, il était beaucoup plus perfectionné que les radios FM d'aujourd'hui. Oui, c'est assez intriguant quand même, hein. Parce que le poste à galène, c'est l'ancêtre de la radio, mais il était plus performant. Parce que la technologie ne fonctionnait pas de la même manière que les radios FM d'aujourd'hui. La qualité était peut-être beaucoup plus grande, mais il consommait beaucoup plus de courant. Je parle des postes à galène, hein. Tesla avait compris cela aussi, hein, et donc il envisageait le transport d'électricité sans fil. Et pour faire simple, il émettait, lui, une onde électrostatique de haute fréquence, plantant une ampoule à filament en terre à 42 km de là, et le miracle, celle-ci s'était mise à briller. Tesla avait placé son émetteur en hauteur au sommet de la légendaire tour Warden-Clyffe. Malheureusement, comme ça a été dit dans l'extrait, hein, JP Morgan finira par lui couper son crédit, hein. Car pour la banque, si tout le monde pouvait recevoir l'électricité, comment allait-il faire pour gagner de l'argent? Donc la fameuse tour Warden-Clyffe a fini par être détruite, hein. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas vraiment JP Morgan qui a mis un terme à cette tour, hein. C'est des forces beaucoup plus puissantes, hein, puisque Nikola Tesla voulait travailler sur la ionosphère, hein. Il aurait perturbé les fréquences, voire les aurait augmentées dangereusement. L'âme qui s'incarna dans le corps de Tesla avait déjà vécu dans le corps d'un technicien qui était chargé de la maintenance des centrales d'énergie de l'Atlantide, hein. Comme vous le savez, ce continent a disparu il y a de cela plusieurs milliers d'années, hein. Les centrales d'énergie de l'Atlantide ne fonctionnaient pas comme nos centrales nucléaires, hein. Ces centrales étaient constituées d'un bâtiment en forme de dôme, hein, qui pouvait s'ouvrir pour capter de l'énergie. Le dôme Atlante se trouvait dans un bâtiment de forme ovale et pouvait être ouvert vers l'arrière, de manière à exposer le cristal à la lumière du soleil et à d'autres énergies, hein, au moment les plus opportuns, c'est-à-dire c'était souvent dans la matinée, hein. C'était là où l'apport en énergie était beaucoup plus puissant, mais ça n'a pas changé, hein. L'énergie est beaucoup plus puissante en matinée, hein. Le grand cristal lui-même était énorme, hein, cylindrique avec un angle prismatique qui avait 6 faces. Sur ce cristal se trouvait une pierre angulaire mobile, hein, utilisée pour concentrer les rayons entrants de l'énergie, hein, et les courants continus vers diverses parties de la campagne atlante, hein. Le cristal recueillait l'énergie solaire, hein, et d'autres énergies bien entendu, et concentrait toutes ces énergies en un point spécifique situé entre le dessus du cristal et le fond de la pierre angulaire.
Celle-ci également émettait un faisceau invisible d'énergie qui pouvait traverser l'eau et la matière. Ce cristal qu'on appelait la pierre Chouaï avait la forme d'une figure géométrique à 6 facettes. Les Atlantes avaient acquis beaucoup de connaissances sur la réfraction, l'amplification, le stockage d'énergie dans le cristal. Et lorsque le dôme de la centrale s'ouvrait, le cristal central se rechargeait en énergie. Cette énergie était modifiée par le cristal, puis amplifiée avant d'être réémise. Et toutes ces énergies amplifiées et réémises pouvaient être décomposées en différents spectres de fréquences qui alimenteront par la suite différentes machines ou bâtiments de l'Atlantide. C'était à l'époque où l'on dirigeait les avions, les moyens de transport, car à cette époque on voyageait indifféremment dans les airs ou sur l'eau, ou sous l'eau même. Déjà, la force par laquelle ces appareils étaient dirigés se trouvait dans cette centrale d'énergie. C'est le cristal qui, en envoyant son faisceau, faisait marcher toutes ces machines. Avec l'évolution de la technologie Atlante, les énergies du cristal avaient été utilisées pour des machines, notamment certains instruments qui permettaient divers modes de voyage par induction. Les courants d'énergie étaient transmis sur tout le continent, comme des ondes radio et actionnés par ces énergies. Les véhicules expédiés arrivaient par le ciel ou sous la mer, et en utilisant d'autres courants provenant du cristal, les Atlantes pouvaient également transmettre la voix humaine à distance ainsi que les images, tout comme nos télévisions actuellement. De la même manière, la chaleur et la lumière pouvaient être orientées vers les bâtiments fournissant l'éclairage. Donc vous avez compris que tout fonctionnait à partir de ce cristal. Le grand cristal fournissait également la puissance pour beaucoup d'autres petits cristaux que les Atlantes plaçaient dans leur maison, qui, une fois immergés dans un produit chimique inconnu de nos jours, produisaient de la chaleur et une luminosité phosphorescente. Les Atlantes avaient également utilisé les cristaux comme monnaie d'échange, un peu comme une carte de crédit mais beaucoup plus sophistiquée. Dans ce cas, les cristaux contenaient l'enregistrement de la fréquence personnelle de la personne. Vous voyez, c'était très évolué à cette époque. Selon Kess, Edgar Kess, qui était un grand médium américain, c'est l'abus de l'utilisation de ce cristal comme source d'énergie qui aurait conduit l'Atlantide à sa destruction. Car il semble, à en croire ses lectures, que les Atlantes utilisaient ces cristaux surtout pour torturer leurs semblables. Je parle vers la fin de cette civilisation, pas au début. Ce qui était sûr, c'est qu'ils connaissaient vers la fin une forme d'énergie qu'on ignorait aujourd'hui. Nous pouvons d'ailleurs constater en lisant les lectures de Kess que le niveau technologique était aussi développé que le nôtre, si ce n'est plus. Il semble que l'Atlantide, selon Kess, connaissait vers la fin un niveau technologique au moins identique au nôtre. Ils avaient ce que nous appelons aujourd'hui la radio et la télévision, oui. Ils connaissaient également le transport individuel, tel que nous le connaissons, ce qui est cependant moins bien. C'est le fait que la société était devenue décadente vers la fin et qu'ils avaient commencé à faire des sacrifices humains. Et comme vous le savez, ces sacrifices humains, on les retrouve chez les Mexicains, les Mayas, les Aztèques et les Incas. Ce qui sous-entend que les pyramides sud-américaines auraient une origine atlante. Si les Aztèques, les Mayas et les Incas ont perpétué ce culte, c'est qu'ils le tiennent des Atlantes. Un de ces cristaux, de ces cristals, se trouverait actuellement au fond de l'océan dans le triangle des Bermudes. Ce générateur d'énergie aurait été détruit en partie pendant la grande destruction de l'Atlantide il y a de cela 12 500 ans. Mais continuerait à fonctionner de temps à autre et provoquerait des phénomènes bien connus du triangle des Bermudes. Le problème principal viendrait du fait que l'isolateur du cristal aurait été endommagé de sorte que le générateur produit maintenant des sorties d'énergie par deux extrémités. Ce cristal fait environ 21 mètres de diamètre et était protégé d'un dôme. Il était entouré par 12 cristaux plus petits, chacun d'une taille ou d'une forme différente dans lesquels se reflétaient les énergies du cristal mère. Là, c'est exactement ce que je disais, c'est l'intérieur d'une centrale d'énergie Atlante. Vous aviez un cristal énorme et des petits cristaux autour. Selon la manière dont ces énergies étaient utilisées et le lieu où elles devaient être dirigées, tous les cristaux environnants pouvaient être activés ensemble ou individuellement ou de manière sélective dans le groupe, dans de nombreuses combinaisons. Et ces combinaisons créaient un éventail de modèles de fréquences dont certains pouvaient servir à la lévitation. Je tiens à préciser aussi que les Atlantes avaient des hôpitaux qui fonctionnaient avec l'énergie du cristal aussi. Donc c'était une science, une médecine très évoluée à l'époque, parce qu'on jouait sur les fréquences et les ondes et les vibrations du cristal pour soigner les gens.
Et autre, parce que certaines personnes me disent, mais ces attentes avaient-ils des armes? Bah, logiquement, s'ils travaillaient si leur technologie gravitait autour du cristal, vous vous doutez bien qu'ils possédaient aussi des armes qui fonctionnaient avec ce cristal. Et les armes qui fonctionnent avec des cristaux, hein, ce sont souvent des armes laser, hein. Certains vont me dire, ah, des armes laser, il y a de cela 10 000 ans. Si. Vous savez, lorsqu'on a retrouvé plusieurs cimetières d'animaux, de dinosaures, avec des blessures au front, hein, c'était bien dû par des armes à faisceau d'énergie dirigée, hein. Donc, ça ne pouvait être que le travail de nos chers Atlantes qui, il y a de cela plusieurs milliers d'années, ont commencé à débarrasser la planète des animaux géants qui commençaient à l'envahir. Donc, il y a eu une réunion planétaire et les Atlantes, avec d'autres nations, ont commencé à réunir ces animaux en les tuant. C'est pour ça qu'on a retrouvé des dinosaures, du moins des cimetières de dinosaures, qui regroupaient des herbivores, des carnassiers, des carnivores. Et tous avaient une même blessure, hein, un trou au niveau du front. Bon, là, comme vous voyez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez le fameux cartouche hiéroglyphique d'Abydos, hein. Là, vous voyez bien qu'il y a des appareils, là. Et là, ça ressemble à une sorte d'hélicoptère. Ça, ces dessins, en réalité, sont l'héritage atlante, hein. Les Atlantes ont laissé une petite preuve de leur passage en Égypte, hein. Mais comme je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos, toute cette technologie, du moins, ils ont reçu l'ordre de creuser des salles souterraines sous le plateau de Gizeh, hein, pour y enfouir une partie de cette technologie, hein, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qui s'était passé pour leur continent se reproduise. Donc, ils ont mis un terme à cette énergie du cristal, hein. Et bon, l'Égypte, après, par la suite, a commencé du moins les Égyptiens, à vivre le plus simplement du monde, hein, sans l'apport de cette technologie. Bien entendu, cette technologie existe toujours, mais elle est enfouie dans certaines de ces pièces. Certains archéologues américains auraient déjà découvert des choses, hein, mais bon, ils ont reçu l'ordre de ne rien divulguer. Pourquoi donc? C'est un peu comme les ovnis, hein. Vous avez une puissance qui leur demande de ne rien divulguer, hein, jusqu'à ce que celui que vous attendez, qu'on appelle le grand monarque, se manifeste. Lui, il a toutes les réponses à vos questions. Bon, voilà, j'en ai fini, hein. Maintenant, vous comprenez qu'à travers Nikola Tesla, c'était l'âme d'un technicien de l'Atlantide qui réfléchissait. Et sa fameuse tour Warren Clive, en réalité, c'était la résurgence d'une mémoire, hein, qui travaillait dans ces centrales d'énergie Atlante, hein. Cette tour de Warren Clive, en réalité, c'est un clin d'œil qu'il envoyait inconsciemment, bien entendu, à ce fameux cristal qui activait toutes les machines de l'Atlantide. Tesla voulait ne rechercher que reproduire la technologie Atlante, hein. Mais à son époque, le cristal n'existait plus, donc il fallait bien qu'il trouve, avec la technologie de l'époque, le moyen de reproduire le même phénomène. C'est ce qu'il a essayé de faire avec la tour Warren Clive, hein. Mais comme vous le savez, le projet a été stoppé net, hein, parce que Tesla aurait commencé à perturber la ionosphère de la planète. Oui, bon, on nous dit JP Morgan, mais en réalité, c'est beaucoup plus haut que ça, hein. On stoppe les travaux de certaines personnes. Bon, certains vont me dire, à Montauk, lorsqu'ils ont ouvert des vortex vers d'autres dimensions de l'espace et du temps, leurs travaux n'ont pas été freinés. Si, ont été pas freinés, mais stoppés en 1983. Puisque, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la base a été déplacée avec les techniciens. Et ces techniciens savent qu'ils sont observés lorsqu'ils font des sauts dans le temps. Donc maintenant, je pense qu'ils commencent à devenir raisonnables et ont peut-être calmé, hein, parce que partir dans le passé pour changer le passé et nous créer des nouvelles réalités alternées, ça n'arrange pas les choses, hein. Ça perturbe plus qu'autre chose. C'est un peu comme l'effet Mandela, hein. On a la mémoire de deux décès. Un en 91, l'autre en 2013. Donc il s'est passé quelque chose. Est-ce que ces techniciens n'ont pas été dans le passé pour modifier le décès de 91, hein? Et en agissant ainsi, ben, ils ont créé une nouvelle réalité dans laquelle on se trouve actuellement.
Mais comme l'ancienne réalité n'a pas disparu, ben on a la mémoire des deux. Et bon, je tiens à préciser que les jeunes qui naissent après le changement de scénario, eux, ils auront la mémoire du nouveau scénario. Le président, ils ne le connaîtront pas. Par contre, les anciens qui ont grandi, et eux, ils auront en quelque sorte la mémoire des deux événements, des deux décès, 91, 2013. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.